Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo bilan dans la série de ces journaux de campagne. Donc on arrive au premier tour. Alors je me suis mis dans le canapé comme vous voyez parce que je vais être un peu long. Voilà, vous retrouverez dans les commentaires des timers qui vous permettront d'aller d'une partie à l'autre selon ce qui vous intéresse. Et puis ça revient un peu à l'état d'esprit du début quand j'ai lancé ces vidéos. C'était en pleine période Covid, c'était pour garder le contact avec les militants de la circonscription dont j'ai la charge à Lyon pour les Républicains. C'était un peu l'état d'esprit café militant, vous voyez, quand on se retrouve et on discute ensemble. Donc voilà, on retrouve un peu cet état d'esprit, et puis j'en profite pour remercier les militants pour leur ferveur, leur fidélité, leur colonne vertébrale beaucoup plus solide que certains de leurs élus. Et puis encore merci à vous d'être là pour les campagnes, pour la vie militante, pour défendre nos valeurs et puis notre famille politique. Vous savez qu'on a besoin de vous, on vous le dit pas assez souvent, donc merci à vous. Donc le bilan, je vous rappelle bien sûr, oui, vous pouvez liker, commenter cette vidéo et puis bien sûr vous abonner à la chaîne. Vous êtes d'ailleurs, je remercie ceux qui sont de plus en plus nombreux à me suivre et puis à m'accompagner dans ce petit exercice politique. Donc le bilan, écoutez, moi j'ai plusieurs choses que je voudrais vous dire. La première, c'est les deux campagnes qu'il y a eu. Pour moi, je découpe la campagne présidentielle en deux parties. Il y a deux game changers que j'aimerais développer avec vous, donc deux éléments qui ont vraiment changé la campagne. On fera un petit bilan aussi sur comment je vois les élections de dimanche. Et puis à la fin, je vous dirai un peu ce que je ressens en pré-bilan, on va dire, sur le parcours des Républicains dans cette campagne présidentielle. Donc je vous disais, il y a eu deux campagnes. Alors actuellement, on entend beaucoup que la campagne elle est nulle, il n'y a pas de débat, qu'elle est confisquée. Alors, il est vrai que Emmanuel Macron a tout fait pour flinguer, je dis vraiment, j'emploie vraiment ce terme, la campagne, pour vraiment arriver à ce second tour, Marine Le Pen, Macron qui l'espère depuis qu'il est élu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet en pensant que c'était pas forcément la meilleure chose qui pouvait lui arriver quand on regarde les sondages. C'est vrai que la campagne actuelle, voilà, depuis février, c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien qui sort. On est un peu étouffé par les refus de débat de Macron, les refus de campagne. Et puis bon, il y a aussi la guerre en Ukraine, même si on regarde bien, le score de Macron au début de la guerre et maintenant, c'est assez kiff-kiff. Donc l'effet Ukraine sur le côté qui était en vote pour on garde le capitaine dans la tempête, ça fait plutôt pchit. On est revenu à quelque chose d'avant. Donc voilà, il y a cette campagne-là qui est, bon, j'admets, pas du tout bien pour la démocratie. Mais avant ça, il y a eu une pré-campagne entre septembre, on va dire l'été 2021 et Noël, où là, il y a eu énormément de brassage d'idées, de choses. Et je pense que l'avenir post-électoral, donc post-présidentiel, s'est construit à ce moment-là. Je prends l'exemple de la primaire des écologistes, où on a vraiment vu le clivage chez les écolos entre on va dire une écologie un peu plus apte à des accommodements raisonnables autour de Jadot, et une écologie radicale, pour ne pas dire révolutionnaire, d'une Sandrine Rousseau, qui finalement est très proche de ce que dit Mélenchon. Et vous voyez que dans ce discours-là, woke, l'indigénisme multiculturaliste, alors il y a l'écoféminisme qui est apparu, tous ces sujets-là sociétaux de déconstruction de la société, c'est un peu ce qu'on voit à Lyon où il y a une déconstruction de la ville dans l'espoir de créer un homme nouveau, une ville nouvelle. Les nationalistes veulent faire pareil, déconstruire la société pour créer une société nouvelle avec un nouveau français correspondant à leur vision du monde, un homme déconstruit, si je veux taquiner un peu Sandrine Rousseau. Bah, c'est né là, c'est né vraiment, ça s'est affirmé là. Et aujourd'hui, c'est la gauche qui domine avec Mélenchon la présidentielle. C'est vraiment cette extrême gauche woke qui est dominante dans le quart de l'électorat qui est encore intéressé par un vote dit de gauche. Voilà, donc on peut penser qu'à la suite de l'élection présidentielle et aux législatives, la gauche, l'extrême gauche, ça sera ce mélange Rousseau-Mélenchon qui aura certainement des chefs de file. Il y a Cartenaz qui pourrait aller dans ce sujet-là. Enfin voilà, il y a vraiment des pères Rousseau et compagnie qui seront voilà, les tenants de cette idéologie qui va devenir la gauche de demain. C'est le communisme utopique d'avant-guerre qui était vraiment révolutionnaire et dans des folies on sait où elles ont mené. Donc voilà, ça c'est un peu vraiment le débat de gauche. Donc vous voyez, quand on regarde la gauche aujourd'hui, on se dit Hidalgo à deux, machin, etc. La social-démocratie, elle est chez Macron. Mais en fait, le débat sur la gauche de demain, il a eu lieu en septembre 2021. Malheureusement, comme beaucoup de Français n'étaient pas vraiment intéressés par le sujet, il y avait la rentrée des classes, il y avait d'autres sujets qui est le Covid et compagnie. Ça n'a pas forcément été vu, mais voilà, vous retrouvez le débat à gauche à ce niveau-là.
Ah, il y a eu donc la primaire à droite qui nous a permis d'être unis. Je développerai ça plutôt à la fin, vraiment. Mais bon, ça nous a mis une dynamique et à Noël, on était entre 19 et 20 dans certains sondages. Donc il y avait vraiment quelque chose. C'est après que ça s'est dégradé, donc j'en parlerai à la suite. Et donc j'arrive à l'arrivée d'Éric Zemmour dans cette pré-campagne, qui est pour moi le premier game changer, vraiment le phénomène qui a provoqué la situation actuelle. Éric Zemmour, c'est un intellectuel de droite qui est transversal, c'est-à-dire qu'il a autant influencé aux Républicains qu'au Rassemblement national. C'était quelqu'un qui était écouté, d'où la colère du Rassemblement national quand il s'est présenté, et la gêne de certains, ou pas du tout, aux Républicains, quand voilà, il y a eu. Évidemment, c'était un peu compliqué, mais il a créé quelque chose donc, qui est un mini corpus, hein, parce que c'est quand même très étroit sur quelques sujets que sont l'immigration, l'identité. On va dire, si on enlève certains clivages qu'il a installés, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, on peut être très d'accord avec Éric Zemmour sur certains sujets et totalement opposé à d'autres, parce qu'il est très clivant, il a sa vision à lui, donc c'est difficile globalement vraiment le soutenir à 100% surtout, hormis peut-être ceux qui le soutiennent dans son parti et encore. Mais voilà, mais donc c'est quelqu'un de très clivant sur trop de points pour être totalement transversal, mais sur certains sujets, vous allez avoir maintenant des sujets qui vont aller du centre, enfin des Républicains, jusqu'à Marine Le Pen, en passant par le zémourisme, qui seront communs. Donc ça a créé ça, et ça crée un game changer, parce qu'en fait, quand vous regardez les sondages d'aujourd'hui de report de voix à droite sur Marine Le Pen, vous voyez que quand même au LR, la moitié des LR ne voteront pas pour Macron. Ils s'abstiendront ou ils voteront Marine Le Pen. Donc c'est quand même assez important de vraiment, c'est très important de constater ça, enfin même plus de la moitié, parce que en gros, les LR sont vraiment à la fracture entre ce truc qui est le macronisme. On sait pas trop, j'ai toujours pas réussi à le définir, mais bon, on va dire cette sauvegarde du système de l'ancien monde qu'est le macronisme, et la droite qui est en train de se construire. Et puis il a dédiabolisé Marine Le Pen, il a attiré toutes les critiques des médias de la bien-pensance, de la gauche, qui ont vu le diable, un peu comme l'était Jean-Marie Le Pen en Zemmour, lui ont tapé dessus. Ça a épargné Marine Le Pen, qui a pu paraître au final une gentille dame avec ses chats, qui a des idées voilà, un peu extrêmes, mais bon, qui par rapport à Zemmour n'est rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est à 48% dans certains sondages, qu'elle elle est difficilement rediabolisable parce que voilà, il y a eu tous ces passés-là. En plus, elle a fait le bon choix sur le pouvoir d'achat, donc elle est en position de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est clair, Macron ne fera pas 66% au second tour, ça sera beaucoup plus serré. Je pense qu'il sera devant, mais on verra bien. Mais voilà, donc Zemmour a permis tout ça, et en plus, il a créé une réserve de voix importante pour Marine Le Pen qu'elle n'avait pas avant. Donc voilà, il a transformé la droite, il a créé quelque chose, il a créé des réserves de voix à Marine Le Pen, il l'a diabolisé. Donc c'est vraiment, pour moi, l'élément qui a le plus changé la campagne présidentielle, parce que ça permet la situation d'aujourd'hui. Même si au final, on se retrouve avec potentiellement, alors moi j'ai toujours espoir que l'abstention et les hésitations se transforment en un vote pour le programme des Républicains de Valérie Pécresse, qui pour moi est vraiment le plus apte à défendre la France vu les tempêtes qui s'annoncent. Mais bon, ça c'est vous qui choisirez. Mais voilà, donc il a permis d'avoir ce potentiel duel Le Pen-Macron, qu'on moi je ne voulais pas j'estimais que c'était une paresse intellectuelle et politique d'arriver à ça. Mais bon, visiblement, on est arrivé dans quelque chose d'autre aujourd'hui. Et le deuxième donc game changer, c'est pas la guerre en Ukraine, pas du tout. Pour moi, c'est le programme de Macron, parce que le programme de Macron est le principal handicap de Macron, parce il y a une coalition anti-Macron qui va de Mélenchon à Le Pen, en passant par Zemmour et les LR, voire certains, alors très moindre à gauche, socialistes et écologistes, hein, qui pourraient plus voter Macron. Mais voilà, il y a un réel front anti-Macron qui est assez large, qui fait que Le Pen est si haute. Du fait aussi c'est sa jambe gauche et sa jambe droite, hein, parce que d'un point de vue étatiste mais social, elle est plutôt à gauche que à droite libérale, on va dire. Donc voilà, et donc on arrive à quelque chose qui est assez, c'est le bilan de Macron qui crée ça, parce qu'il y a une réelle opposition. Il ne faut pas oublier que le Covid, ça a mis une chape de plomb sur la colère des Gilets jaunes, sur toutes les colères qui montaient, la révolte contre la manière de faire et l'arrogance d'Emmanuel Macron, qui a perdu toutes les élections intermédiaires. Il ne faut pas l'oublier. Il a été balayé à chaque fois. Et donc là, c'est vrai que son élection paraîtrait comme un hold-up pour beaucoup de Français. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète un peu pour la suite, hein, ce que je vous le dis. Euh,
Bon, visiblement, malheureusement, on irait vers ce duo-là, en espérant que ce soit pas un autre qui me fasse encore plus peur, Mélenchon-Le Pen, vous voyez, là, ce serait vraiment l'enfer. Donc voilà, on irait vers ce duo-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus l'après le 25 avril. C'est finalement que ça soit ou Macron ou Le Pen, il y aura une moitié de la France qui sera en révolte. Si c'est Macron qui gagne, toute la France périphérique. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce livre sur les Somewhere Anywhere, sur les Français ancrés et les Français hors sol, qui faisait vraiment qui expliquait un peu l'archipel français, hein, donc l'archipélisation de la France. Et ben il y a tout un archipel qui est du périurbain, des gens ancrés, qui en ont marre de la dissolution culturelle de la France, qui ne veulent pas d'une Europe fédérale, qui ne sont pas pour la mondialisation, qui vont être en position de révolte, bah, type gilet jaune, voire pire, si Macron repasse et refait encore preuve d'arrogance, parce que c'est ce qu'il y a à craindre avec ce personnage-là. Et puis si Marine Le Pen gagne, bah, il y a toutes ces anywhere, cette France mondialisée qui va bien, hein, qui vote Macron, parce que tout va bien, qui est urbaine, qui est très pro-européenne, qui n'est pas franchement attachée à la culture, à la nation française. Voilà, toute cette France-là, qui représente quand même du monde, consciemment ou inconsciemment, et à degrés divers, hein, parce que je dis pas que tout l'électorat de Macron est anti-France, et j'ai pas dit ça, hein. Mais voilà, il y a une modération là-dessus, il y a un européisme un peu plus fort. Bah, ces gens-là, si Marine Le Pen passe, ça va être la catastrophe, les élites économiques vont s'inquiéter, enfin voilà. Donc il y aura, dans tous les cas, ça va être compliqué. Moi, c'est pour ça que j'espère un rééquilibrage aux élections législatives. Alors au milieu de ce clivage Anywhere Somewhere, il y a les républicains en plein milieu, parce qu'on a cet ancrage qui est vraiment dans notre ADN, et cette connaissance de la mondialisation et des règles, qu'elles sont en bien et en mal, qui nous permettrait voilà, d'essayer de gérer la situation qui est à venir, parce qu'il faut être conscient que l'inflation ne va pas s'arrêter comme ça, que les taux d'intérêt sont en train de remonter, donc ça c'est très mal parti, et ça va être très compliqué dans les années à venir, il faut vraiment le dire, il ne faut pas vous cacher la chose. Les années à venir vont pas être simples pour tout le monde, riche ou pas riche. Voilà, ça va urbain ou périurbain ou ruraux, ça va pas être simple. Agriculteur ou industriel, ça va vraiment être des moments difficiles. On voit les problèmes d'énergie qui sont en train de pointer. Enfin voilà, donc ça va pas être simple. Et moi, c'est vrai que Marine Le Pen ou Macron, bah, j'ai pas vraiment confiance en l'un et l'autre. Donc on verra bien comment ça se passe. Et c'est vrai que je compte beaucoup sur les législatives. Et donc j'en arrive aux Républicains. Alors, comme je vous disais, nous, la primaire nous a permis d'éviter la dispersion des candidats, parce qu'à un moment, on était bien parti pour avoir une candidature de Xavier Bertrand qui se voyait pousser des ailes et se croyait l'élu. On a eu du mal à le faire entrer dans la primaire, hein, mais bon, à un moment, il a vu qu'il était obligé. Il a essayé deux trois coups de poker, ça ne prenait pas. Valérie Pécresse était ralliée très tôt parce qu'elle, elle avait conscience que sans le parti, elle n'y arrivait pas, c'était même pas la peine d'y aller, parce qu'elle aurait eu même des problèmes dans sa région. Donc voilà, et puis bon, il y avait Barnier, Ciotti, Juvin, voilà, tout ça qui sont présentés. Ça crée un débat interne intéressant qui a défini finalement des lignes très. Enfin, des points communs voilà, sur l'immigration, l'identité. Je vous parlais de l'effet Zemmour. On avait vraiment une cohésion là-dessus à différents degrés, hein. Les mots changeaient, mais bon, le fond était plutôt le même. Le problème, c'est que ce mode de primaire, comme on l'a fait, ça nous donne le candidat ayant le plus petit dénominateur commun entre toutes les tendances. Et alors, je trouve que Valérie s'est retrouvée à porter un programme qu'elle a voulu, hein, mais qui ne correspondait pas forcément aux propos qu'elle avait eus les années précédentes et les propos qu'elle avait eus en quittant le parti. Ce qui fait qu'il y a eu ce problème de sincérité qui a été compliqué à essayer de relever. Mais bon, elle le disait avec assez de conviction pour que ça donne le change et qu'on arrive à être au second tour dans certains sondages jusqu'à la mi-janvier. Il y a eu ce problème de meeting qui est, encore une fois, on a voulu faire à quelqu'un, on a voulu mettre quelqu'un dans un costume qui n'était pas le sien. Elle n'est pas à l'aise dans ce mode de discours-là, hein. Moi, je l'ai vu à Lyon avec un micro, elle est très bien. En pupitre, devant, comme on l'a fait c'était où, je sais même plus, c'était à Versailles. Enfin bref, voilà, bah, c'était pas la bonne idée, quoi. C'était pas la bonne idée et ça l'a plombé. Et puis après, bon, c'est mis la toupie à tourner et c'était parti. Et puis après, il y a dans les jours qu'on vit actuellement, les semaines, il y a un côté vote utile, hein, qui se met en place, qui est en train de vidanger Zemmour et les LR, parce qu'il y a des candidats à faire monter à cause de la menace Mélenchon, voilà, ou de la menace Le Pen selon la perception de certains. Donc voilà, on est là-dessus. Donc c'est assez compliqué ce qui se passe pour nous.
sur cette campagne-là. Après, pour la suite, moi, je suis pas, je suis assez enfin, serein. On est devenu, que je dis tout le temps, ça devient une blague, mais on est devenu le parti des gouverneurs de province. Vous nous faites confiance pour gérer vos collectivités, c'est pour ça qu'on a un ancrage qui est très fort. Moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est capable de quitter nos collectivités pour de retourner au national, ou on est condamné à gérer les collectivités locales ad vitam, et puis que les présidentielles, ça se joue entre des partis, des gens hors sol, qui n'ont pas vraiment d'ancrage, et voilà. Donc vous voyez, pour moi le danger, c'est la séparation entre les territoires et puis la présidence de la République, hein, parce que c'est ce qui arrive avec Macron, c'est ce qui arriverait avec Marine Le Pen aussi, et ce qui arriverait avec Zemmour, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'ancrage de maire, de gens qui les suivent comme ça, qui n'ont pas vraiment d'expérience de la collectivité locale. Donc voilà, c'est vraiment la France est très étonnante aujourd'hui politiquement, parce qu'on a une droite qui est, et même un PS qui est vraiment gouverne les provinces, les régions, les départements, les communes, et bah, la présidence c'est géré par des gens qui ne sont pas dans, dans cette collectivité-là. Bon, bah écoutez, ainsi va le monde, hein. Moi, ce qui me fait dire voilà, que la prochaine 2027, donc la prochaine échéance, je ne pense pas que ce soit réellement le Parti des Républicains qui sortira un candidat. Ça va être quelqu'un qui va partir, qui prendra une direction, qui sortira un programme qui lui corresponde et qui sort de ses tripes. Et le parti le soutiendra. Et ça sera voilà, où il y aura peut-être une primaire au premier tour, mais il y aura ça sera un élan. Voilà. Si on veut que ça passe, ça sera un élan. Parce que si on repart dans le modèle de primaire, c'est mort. On voit, ça crée quelque chose qui avec des compromis. Non, non, là, il ne faut pas être dans le compromis. Aujourd'hui, les candidatures qui démarrent, elles sont portées par quelqu'un qui vient de nulle part, c'est Macron, c'est Zemmour, et qui, voilà, qui explose et qui entraîne des militants derrière eux, qui créent des idées, qui transforment les choses. C'est eux, hein, ce que je vous dis. Idéologiquement, Zemmour a beaucoup transformé, beaucoup impacté bah, tout le prisme droit, hein, les 50% à droite. Et je vous le mets dedans, hein, je suis honnête là-dessus. Mais comme je vous disais, nul n'est prophète en son pays, et malheureusement Zemmour il n'en profitera pas beaucoup derrière, parce que comme il n'a pas d'ancrage et qu'il ne va pas gagner la présidentielle, bah, ça va se déliter, et puis bon, il est quand même mal entouré le pauvre, hein, parce qu'il a pris, il n'a pas pris les plus fidèles hein, qui se sont ralliés à lui. Mais bon voilà, donc la droite, écoutez, vous voyez, je suis très positif sur certains côtés, parce que bon voilà, et nous on n'a qu'à préparer les présidentielles, parce qu'on n'a plus d'élections locales, donc où on est tranquille avant jusqu'en 2028. On n'a qu'à préparer la présidentielle, mais pour ça, il bah, faudra qu'on trouve une personne, un programme qui corresponde à cette personne, qui entraîne un mouvement et que le parti décide de le soutenir. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Et puis bon, on se reverra certainement, peut-être pas le soir du premier tour, quoique, mais au moins le début de semaine prochaine. Allez, à bientôt.